Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Hop. N'hésitez pas à mettre votre caméra ou activer votre micro. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, Oui, on t'entend. bonjour. Parfait. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un atelier un peu particulier, un atelier que je vais animer donc avec Salomé, qui est juste ici, et Sana également, qui va nous rejoindre, que pour beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Hop. Si, le message. Le message là, sur le du mail des cordeaux. Ah, il y a un micro d'activé. Je vais vous partager notre présentation également. Alors normalement, Sana nous a rejoint. Bonjour Sana. On ne t'entend pas. En tout cas, je ne t'entends pas. Vous m'entendez? Ouais, parfait. Là, on t'entend. Désolée, j'avais un petit Ok, problème technique avec la plateforme. pas de souci. Alors du coup, on se retrouve aujourd'hui donc pour un atelier spécial. Donc c'est un atelier pour la Journée de la femme, Journée internationale des droits des femmes. Cet atelier, donc, on l'anime moi et Sana. On en a déjà animé deux. Là, c'est la troisième session qu'on anime. Et pour cette session-ci, on a une invitée. Donc c'est Salomé, qui est product designer et intervenante UX et qui a également donné des cours au sein du Gaming Campus sur des promos ancienne qu'on avait. La meilleure team, nous dit Jonathan. Alors, dans un premier temps, on voulait un peu introduire donc l'événement et l'atelier. Je vais laisser Sana prendre la parole. Alors, comme l'a dit Tatiana, aujourd'hui, on se retrouve à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, donc pour un atelier qui est un peu particulier. Donc, ça va être un moment d'échange autour d'un sujet qui nous concerne toutes et tous. Et alors, on va discuter donc de la place, de la légitimité et de l'ambition dans un monde professionnel et particulièrement dans la tech, parce que souvent le sujet c'est pas ni le talent ni la compétence, ça va plutôt être la confiance, la posture et la manière dont on se positionne dans un environnement qui va être exigeant. Exact. Donc Yes Chicken, ce n'est pas seulement un titre, c'est une affirmation qui parle de prise de place, d'affirmation professionnelle et de construction de sa propre légitimité. Aujourd'hui, nous allons écouter un parcours concret, un parcours fait de choix, de défis, d'apprentissage et d'évolution. L'objectif de cet échange n'est pas de présenter un parcours qui est parfait, mais de comprendre comment on construit sa place, comment on s'affirme et comment on évolue avec confiance dans la tech. Un moment donc pour réfléchir, s'inspirer et peut-être repartir avec une conviction un peu plus forte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je sais qu'on a aussi certaines personnes des nouvelles promos donc qui débutent sur le mois de mars. Donc, je suis Datiana, coordinatrice pédagogique et responsable employabilité. Mon rôle, c'est d'accompagner les apprenants dans la construction de leurs projets professionnels et leur insertion sur le marché du travail. Et moi donc je suis Sana, coordinatrice pédagogique également et responsable inclusivité. Donc moi j'accompagne les apprenants dans leur parcours de formation et je veille à créer un environnement pédagogique qui se dit inclusif, bienveillant et propice à la réussite bien sûr de chacun et chacune. Et je vais laisser Salomé s'introduire. Bonjour. Comme vous l'avez dit, donc moi c'est Salomé. Donc je suis product designer et donc je suis intervenue sur plusieurs promos pour parler de l'UX et introduire des notions sur l'UX design. Qu'est-ce que c'est? Comment on l'intègre dans les produits et les services dans une entreprise et aussi la place dans la société plus globalement.
Et je suis très contente d'être là. Vous aussi. Alors, on va débuter donc cet échange. On a préparé donc des questions avec Sana à te poser. Donc, on a fait par thématique. La première thématique, c'est sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques minutes? Bien sûr. Il n'est pas du tout parfait. Je ne sais pas si un parcours est parfait ni linéaire. Ça a commencé par quelque chose qui est totalement hors sujet par rapport au digital, mais qui a un lien en fait ensuite avec le reste. Moi, à l'origine, mon rêve d'enfant, c'était d'être styliste de mode. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit OK, sachant que c'est un sujet à part entière, c'est pas très simple de le faire, mais bon, bah voilà, le contexte et des profils étaient positifs pour me lancer. Donc j'ai fait des études dans la mode. Donc j'ai fait une licence et ensuite je me suis orientée vers la mode éco-responsable, la mode éthique, en début donc à travers des stages et puis ensuite en freelance. Et en parallèle du travail en freelance, comme de nouveau la mode c'est pas simple, on ne gagne pas des sous tout de suite. En parallèle de l'expérience que je me faisais avec le freelancing, j'avais besoin de gagner des sous et d'avoir une approche un peu plus sur le terrain. Donc, j'ai travaillé en tant que conseillère de vente dans une marque assez haut de gamme. Et en fait, on voit un peu déjà le début de avoir besoin de savoir, OK, bon, bah, les vêtements, on les dessine, on les fabrique. Et concrètement, quand on les vend, quand il y a quand même ce besoin d'acheter, comment ça se passe? Donc j'ai fait ça et ensuite avec le Covid, on pourra un peu plus en parler plus tard, là tout était fermé. Ça a été le moment d'une grosse pause et de remise en question et c'est dans cette pause que j'ai pu découvrir le métier du UX designer. Donc j'ai repris des cours, d'abord en auto-formation, ensuite dans un master en alternance. Donc, dans le master en alternance, j'ai pu travailler dans une start-up pendant 4 ans. Et puis ensuite, j'ai voulu découvrir d'autres environnements, d'où les cabinets de conseil. Et me voilà aujourd'hui où j'ai pu après saisir d'autres opportunités, d'où la formation. Du coup, je voulais savoir, pardon, à quel moment tu t'es vraiment décidé, tu as vraiment pris la décision de t'orienter vers le product et l'UX design? Ouais, c'est vraiment la différence entre le product et l'UX, ou plutôt le moment de je reprends les études et on switch. Comme un peu des deux. Pendant le Covid, c'était un moment de grosse remise en question parce que en fait, au final, la mode, pour se faire un nom finalement et se créer une place dans la mode et dans la mode éco-responsable qui, à l'époque, était pas comme aujourd'hui où là, il y a des lois qui sont créées, c'est un peu plus démocratisé. À l'époque, ça n'existait pas. Et donc, j'ai dû pivoter, faire un choix entre est-ce que je continue à essayer un peu en vain, ou est-ce que finalement je réponds plus à mon besoin de créer de prendre mon indépendance, mon autonomie, et tout en respectant des choses qui sont importantes pour moi et tout en faisant un métier qui est en cohérence avec ce que j'aime. Et en même temps où il y a du besoin en fait sur le marché, c'est là que j'ai pivoté. Et l'UX en fait, c'est justement en cherchant à trouver un métier qui a du sens. J'étais sur Instagram, j'ai vu la story d'une startup, d'une application qui s'appelle Clear Fashion, qui est un peu le Yuka de la mode. J'ai vu qu'ils cherchaient quelqu'un en alternance en UX. Je ne connaissais pas du tout l'UX, mais par contre, je me disais, waouh,
Si ces personnes-là, donc il y a une petite structure, ils cherchent des gens pour travailler, c'est qu'il y a un besoin. Et, et j'aimerais trop travailler pour elles. Donc bon, je regarde ce que c'est. Et en fait, je regarde la fiche de poste et je me dis, génial, il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Moi aussi, je veux ça. Donc, je continue de m'informer sur le métier et je me retrouve totalement sur le fait de créer des produits. Donc, c'est là où on retrouve en fait le côté designer. Donc, en fait, c'est pas designer textile ou designer de vêtements. Là, c'est designer de produits digitaux. Il y a un besoin où ça résisterait à un autre Covid. C'était ça aussi mon besoin. On fait des choses qui sont utiles, qui sont agréables à voir, à utiliser et où il y a un besoin. Donc ouais, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris la décision de switcher. Ok, super. Et dans ton parcours, est-ce que tu as pu faire de l'alternance? Et est-ce que ça a été déterminant pour toi, ce passage à l'alternance? Oui, parce que de nouveau, en fait, j'avais besoin à la fois de me former et en même temps de gagner des sous, très concrètement. Et en fait, vraiment le fait de pouvoir apprendre en faisant et directement appliquer ce qu'on apprend à l'école dans une entreprise, c'était génial. Moi, ça répondait à mes besoins. Et en plus, comme j'étais dans une start-up où j'étais la seule à faire, en l'occurrence, ce que je faisais, l'UX, enfin, je faisais plus que de l'UX, je faisais de la communication, de la direction artistique, et je m'occupais du site internet, un peu tout sauf le marketing. Enfin, c'est carrément ça. En fait, j'avais pu mettre en... pareil, le contexte qui était favorable pour expérimenter, vraiment directement appliquer ce que j'apprenais dans un contexte en plus qui me plaisait, parce que j'aimais beaucoup la start-up, et l'environnement, les personnes qui y travaillaient. Et je me disais, en fait, c'est... non seulement pour moi c'est super, et en plus ce que je fais, ça a de l'impact parce que je suis la seule qui le fait aujourd'hui dans l'entreprise. Donc ouais, il y a directement de la valeur ajoutée. Donc oui, le fait vraiment de pouvoir, même durant les exercices en alternance, me dire bon ok, concrètement, là ce que j'apprends en plus, c'est vaste parce qu'il y avait des cours d'architecture d'information, de gamification, de UX writing, même aussi du marketing, des notions comme ça. En fait, concrètement, comment je peux le mettre en place dans une entreprise? Je proposais, il y avait un exercice d'ailleurs qui était super. Pendant une semaine, le hasard a bien fait les choses, j'avais un cours de motion design. Et ça me faisait un peu peur parce que c'est très technique, l'environnement sur After Effects, je ne comprenais rien. Donc bon, je me disais, là pour le coup, en dehors de la startup, pour l'exercice pratique, comment faire pour que je puisse prendre du plaisir à faire l'exercice, parce que c'était frustrant de pas y arriver, de me dire, je suis juste impressionnée par tout l'interface technique et tout. Et donc, l'exercice qu'il fallait faire, c'était une présentation comme sur sur un store d'application d'un service de livraison de nourriture ou alors de service genre type Uber. Il fallait faire la vidéo de présentation en motion design du service. Et donc, j'ai créé l'application Miam, en fait, qui était très punchy, qui était avec un tone of voice qui était assez amusant. J'ai fait des animations avec une pluie de carottes. Enfin, moi, j'ai un truc comme ça. En fait, j'avais besoin de m'amuser. Et c'est où je me disais, OK, je fais d'abord le storyboard. Je me dis, tiens, c'est marrant. Donc, déjà, je me dis, OK, dans le kiff, meilleur des mondes, il se passe ça. OK, maintenant, comment je fais? Et c'était très concret. Et ensuite, j'ai réussi à le faire. Et donc, après ce projet-là, dans l'entreprise, on nous a... fait une réunion, les dirigeants nous ont mis dans une réunion avec un autre collègue en disant, bon écoutez, on a une commande de la part d'un gros client,
mais il faut faire une vidéo. Il y a 7 modules de formation à faire en motion design. Est-ce que vous savez le faire? J'étais là, bah oui, j'ai su faire et puis bah, je vais le faire. Bon, par contre, il me faut me donner les moyens pour le faire parce que je ne pourrais pas continuer à faire tout ce que je fais aujourd'hui en faisant ça, étant donné qu'il y a vraiment un délai à respecter. Et enfin, voilà, c'est une commande client qui est très sérieuse. Et ça a permis de nouveau avoir de l'impact. C'est un gros client qui ensuite a été renouvelé pour d'autres prestations. Et j'aurais pas pu le faire sans cet éventail de cours qu'il y a eu en alternance et qu'ensuite j'ai pu mettre directement en application pour l'entreprise. Donc ouais, je dirais que ça a été déterminant sur cet aspect-là. Et puis sur ça, c'est une thématique, le motion design, mais ensuite qui a répliqué sur plein d'autres outils, d'autres compétences. Et du coup, est-ce que globalement, tu dirais que ton parcours il a plutôt été linéaire, ou fait de détours? Et est-ce que tu as pu avoir des changements un peu stressants ou si tout coulait de source pour toi? Oh, ça coule pas de source. Non, c'était pas linéaire. Il y a eu des périodes assez linéaires où, enfin, un peu le train-train quotidien, et parfois ça m'ennuyait un peu. Donc c'est pour ça que j'ai cherché d'autres choses pour un peu monter en compétences ou changer mon quotidien et me dire bon bah voilà, ça change. Et d'autres moments au contraire c'était très très bien que ce soit assez calme, et je cherchais plutôt la tranquillité parce que l'environnement extérieur était compliqué. Déjà pour le coup avant d'aller dans l'UX, il y avait ce changement là, me dire bon bah là ok, en fait je me dis j'ai fini mon rêve d'enfant, ça y est, en fait je pensais pas que ça allait être maintenant, la fin, mais c'était fini. Ça m'a permis ensuite d'ailleurs d'avoir un nouveau regard plus sain envers cette passion qui est la mode et le vêtement. Et ensuite, dans l'entreprise, il y a des choses qui se passent. Là, dans une start-up, on était une petite dizaine qui a évolué. À un moment donné, on a quasi été 20. Pour une petite structure, ça a doublé l'effectif et c'était c'était significatif. Je suis passée d'alternante à maîtresse d'apprentissage aussi, où là, il y a une autre posture et on m'a fait confiance. Au début, je me disais, bon, je sais pas, on va voir. Je me sentais quand même compétente. Et il y a d'autres choses qu'on m'a proposées où j'ai refusé parce que je me dis que c'était pas du tout dans. Déjà, j'en avais pas envie. Et c'est tout. En fait, j'en avais pas envie et ça changeait vraiment de mon champ d'expertise. C'était pas cohérent. Dans l'entreprise, des dirigeants sont partis. Donc, mon manager est parti aussi. Ce qui a fait des changements sur quand on est dans une entreprise, les gens, c'est important, le management est important, changer de management, ça change pas mal de choses personnellement et après autour dans l'entreprise en général. Donc oui, dans le côté micro, dans l'entreprise, il y a des choses qui se passent qui font que il y a des détours qui peuvent qui peuvent advenir. Et là-dedans, dans ces changements, de nouveau dans le cadre d'une entreprise, c'est important de savoir pour soi quand je trouve, quand c'est OK, il y a des bouleversements, c'est normal, ça fait partie de la vie de l'entreprise, OK, je tiens et je sais pourquoi je suis là. Et quand ça commence à être un peu trop et que là, l'envie de partir est de plus en plus perceptible, je trouve ça important de pas prendre de décisions comme ça, au premier bouleversement, bon, en fait, je pars, de se poser un peu avant de prendre une décision comme ça qui peut être importante. Néanmoins, je trouve que c'est bien de justement savoir calibrer, dire, bon, ok, bouleversement, changement. Est-ce que c'est le temps aussi, pour moi, de aller vers la vague de, bon, là, en fait, je vais aller autre part, ou est-ce que, non, j'ai encore quelque chose à gagner dans ces changements, ces bouleversements? Est-ce que je peux apprendre? Est-ce que je peux découvrir d'autres choses? Et donc, là, pour le coup, c'était pour moi le passage entre la start-up et les cabinets de conseil, où
c'est totalement différent pour le coup en termes d'environnement, de manière de travailler, enfin, ouais, tout est différent. Et donc, oui, pour soi, ça peut être, quand on découvre à quel point c'est différent, ouais, c'est absolument pas linéaire. Et ensuite, soit c'est pas du tout linéaire et ça ne sera jamais, bon bah ok, de nouveaux changements, soit bon bah on voit avec le temps, avec la familiarisation, ça continue. Ok, et du coup, dans ce parcours qui a été donc un peu linéaire, mais avec certains détours, tu dirais quel a été ton plus grand défi du coup au début de ta carrière? Au début de la carrière, je dirais que ce serait... Le plus grand défi au début, ça a été de donner plus de place à la raison plutôt qu'au cœur. C'est assez paradoxal de dire ça, mais de nouveau par rapport au choix de partir de la mode et de dire, bon là, de quoi j'ai besoin en tant que moi personnellement, c'est dans ma vie, là j'ai besoin d'être autonome, indépendante, et ok, bon, comment je peux faire pour pivoter? C'est pas évident comme choix, et c'est salvateur parce que si j'ai pu voir que finalement j'avais peur de mettre de côté certaines valeurs, alors qu'en fait non, les valeurs je les garde et je les applique d'une autre manière. En l'occurrence dans l'UX, dans le métier en lui-même, là, dans le choix des clients aussi pour lesquels je travaille. Ouais, il ne s'agit pas de se dire bon bah j'ai un travail et même étant donné le contexte de dire bon bah là il faut absolument que je prenne n'importe quoi parce que c'est compliqué en ce moment donc je dois travailler donc peu importe si c'est pour telle ou telle structure. Non, il y a des choses qui sont à respecter, donc oui, de ce côté c'est vraiment la raison. Ouais, je dirais que c'était ça pour moi, le plus grand défi, pour l'instant, à voir pour le prochain. Merci du coup pour ce petit point concernant ton parcours. Pour poursuivre sur les défis et la place des femmes, ma première question, c'est de savoir si tu as déjà ressenti un manque de légitimité ou le syndrome de l'imposteur. Ah oui, oui, forcément. Forcément, en tout cas, oui, totalement. Surtout après la reconversion, où quand on retournait, quand je suis retournée en cours et qu'ensuite je me suis dit, bon, bah, je vais. Ouais. En fait, j'avais surtout des a priori avant de commencer le master, où je me disais, bah, je vais être la personne la plus âgée. Alors qu'en fait, dans la 2020aine, c'est tellement, j'ai l'impression, un nouveau standard en fait de changer de métier. Et puis, donc je voyais des personnes qui avaient soit juste un petit peu un peu plus jeunes ou alors le même âge que moi. Il y avait quelqu'un aussi qui était plus âgé et ouais, ça m'a un peu soulagée sur la crainte de légitimité. Et sinon, je l'ai jamais ressenti directement. On me l'a jamais fait ressentir directement dans le travail. Je sais que ça arrivait à d'autres amis, le fait qu'elles se sentent pas légitimes à dire quelque chose ou qu'on les rabaisse directement. Après, c'est pas non plus naturel chez moi de m'imposer, de créer ma place, d'imposer ma place, de parler fort, ce genre de choses. Ça a été surtout un travail sur moi pour déconstruire des schémas ou des choses qui sont arrivées par le passé ou des idées préconçues. Et finalement, en fait, revenir au plaisir de travailler et sans ajouter des idées qui font barrage, comme justement
ce sentiment d'illégitimité ou ce sentiment d'imposteur. On parle du syndrome de l'imposteur, alors qu'en fait, c'est surtout un sentiment de qu'est-ce que je fais là, et qui montre bien que c'est pas réel, c'est intérieur. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est intérieur, c'est quelque chose aussi qui peut être qui était inconsciemment transmis, on peut le déconstruire. Et donc, d'où cette notion de plaisir, de dire, bon, là, en fait, j'ai se rappeler un peu plus aussi, rationnellement parlant, j'ai appris, j'ai mon expérience qui est telle qu'elle est, j'ai encore plein de choses à apprendre. Si je suis là, c'est que j'ai envie d'être là et que des personnes ont compris que oui, j'ai même pas la place d'être là. Donc, juste ensuite, pas chercher à remettre en question des choses qui n'ont pas lieu d'être et continuer. Et comment est-ce que tu as appris du coup, parce que tu dis que tu as appris, comment tu as appris à t'affirmer du coup dans cet environnement qui parfois peut être très masculin? C'est en restant naturel. On m'a dit plusieurs fois, à plusieurs moments d'ailleurs dans ma vie, autant personnellement que professionnellement, on m'a dit il faut que tu t'imposes. Il faut que tu t'affirmes plus. C'est plutôt cette phrase-là, il faut que tu t'affirmes plus. Et en fait, je ne comprenais pas. Et en fait, surtout quand on me dit, il y a l'injonction, il faut que tu, j'ai un réflexe de répondre à la négative, de me dire, en fait, par principe, je veux pas. Et en fait, sauf que c'est totalement contre-productif. Et en fait, j'ai compris que c'est plutôt le fait de vraiment être moi-même. Et donc, ouais, en fait, j'ai adapté ce conseil avec mes mots. Et en fait, m'affirmer, c'est plutôt me respecter. Et en fait, je peux le faire, ça, me respecter en restant authentique. Et donc, je suis naturellement pas quelqu'un qui va parler fort, qui va taper du poing, enfin tout ça. Et c'est OK. J'ai pas cette phrase. Et en fait, je peux affirmer mes besoins, affirmer mes idées, tout en étant naturel, en écoutant quand les gens parlent. Peut-être pas être dans un cliché de, en fait, s'il faut que je m'affirme, c'est je dois barrer le chemin des autres. Non, c'est dire ok, j'écoute, je comprends, et pas chercher à faire percevoir aux autres quelqu'un que je suis pas non plus. C'est de nouveau pas se tromper d'objectif. Là, c'est pas l'objectif dans le fait de s'affirmer, c'est pas s'affirmer soi, c'est qu'est-ce qui est important dans une discussion, dans une réunion. Là, des personnes parlent, disent bon, on a ses besoins, il se passe ça, on a ses problèmes, tout. L'objectif, c'est pas que moi je m'affirme en tant que personne, c'est que si j'ai des idées, que j'en parle, j'en parle, que si je suis convaincue, que ensuite j'essaie d'adapter l'angle de vue selon aussi mes interlocuteurs et interlocutrices. En tout cas, c'est pas me dire, en fait, j'ai une petite idée, peut-être que ça pourrait correspondre. Après, vous la prenez pas. Enfin, c'est pas grave. Mais enfin, je veux pas déranger. Non, c'est OK. Surtout dans la posture de consultante, a priori, le client fait appel à quelqu'un de mon profil parce que il juge que c'est pertinent. Bon, on me consulte, je vais conseiller, je vais donner des recommandations, étant donné mon prisme, étant donné mon expertise, et expliquer pourquoi c'est pertinent. Mais est-ce que malgré ça, pardon, je voulais savoir si malgré ça, tu avais déjà été confrontée à des stéréotypes? Ouais, de nouveau, pas personnellement, lié au fait que je sois une femme. Et heureusement, professionnellement, non. Enfin, je disais personnellement, non. Si. Mais en tout cas, dans le travail
en tant que je suis une femme, donc je sais pas quoi. Non. Je sais que de nouveau d'autres amis ont été confrontés, c'était hallucinant. J'irais pas en tant que femme, mais plutôt par rapport à... Et là, c'est plutôt le métier, en fait, où il y a des stéréotypes, il y a le cliché du product designer, où les personnes tiennent surtout de designer, l'associé à dessinateur, l'associé à la personne qui fait des dessins, qui fait que les choses sont jolies. Donc peut-être que l'association de ce manque de connaissances sur le métier est associée à femme égale faire les choses jolies. Peut-être qu'il y a ça. En tout cas, j'ai pas eu de remarques directes par rapport à ça. Et ça, Ok. j'espère. Et tu dirais qu'aujourd'hui, quels sont les mécanismes qui sont invisibles, mais qui freinent encore les femmes selon toi? Tu parlais peut-être éventuellement du fait de lorsque tu proposes une idée, tu n'as jamais proposé l'idée en hésitant, tu as proposé l'idée en disant bah voilà j'ai une idée, etc. Et pas dans une approche de bah je suis pas sûre, si vous voulez bien de l'idée. Est-ce que ça fait partie des mécanismes, tu penses, qui peuvent aujourd'hui freiner les femmes ouais. Ah oui, oui. Je l'ai évoqué quand je disais les idées barrages. C'est il peut y avoir ces idées qui sont là dans notre tête. C'est compliqué de pas les laisser passer. La méditation, c'est un super exercice pour ça. Je le recommande vivement. Et ensuite, ok, il y a ça, on les observe, on les voit, ces petites boules qui viennent nous rendre les idées floues. Ok, c'est là. Et ensuite, revenir à la place qui nous a été donnée parce que elle est... La première idée qui vient en tête, c'est de dire parce qu'elle est méritée, et en fait, c'est pas tellement le mérite, c'est parce que des personnes ont vu la raison pour laquelle, oui, bah forcément, on est ce qu'on va dire, ce sera pertinent, ça vaut le coup de l'entendre. Donc oui, mécanisme invisible, ça va être vraiment de se mettre en retrait, pas laisser les autres parler, de passer une réunion et parfois, d'ailleurs c'est ok de dire bon bah il y a une réunion, vraiment j'ai rien d'autre à apporter verbalement. Par contre j'écoute, j'entends, je suis active, je suis là. J'ai ma place et pas oui, remettre en question ça. Pas chercher à se compliquer les choses non plus. Essayer de dire, ok, il s'est dit surinterpréter. Bon, bah, si on m'a pas donné le micro, c'est qu'on voulait pas m'entendre. Bah, non, si on m'a pas donné le micro, c'est que le micro n'est pas passé. Par contre, je peux prendre le micro si j'ai quelque chose à dire. Je contribue activement au projet parce que c'est important. D'autres mécanismes invisibles. Là, comme ça, j'en ai pas d'autres qui viennent en tête. Ouais, je dirais revenir à soi et dans le travail, ok, il y a ça qui est important, je l'ai appris, ou alors je le vois, j'observe et je contribue. Même si d'autres personnes ne disent pas forcément c'est important, pour nous c'est important. on va le dire. Ok, on a juste une petite question de Sabrina, donc là dans le chat. C'est quoi sommairement un product designer et un designer UX? Alors oui, la distinction entre les deux. Donc l'UX designer, donc dans l'UX c'est user experience. Donc on va faire en sorte que l'utilisateur, la personne qui utilise ou interagit avec un produit ou un service va répondre,
pardon, va passer un bon moment en utilisant le produit ou le service, va trouver ce qu'il recherche, que ce soit simple, qu'il puisse facilement utiliser, que le produit soit utilisable, qu'il puisse y accéder facilement, ce soit il va faire en sorte que l'utilisateur puisse interagir facilement. Il va travailler sur ce qu'on ne voit pas directement, à la différence du UI designer qui va faire l'interface directement, qui va la concevoir graphiquement parlant, avec des standards, avec des interactions, avec tout plein d'éléments qui, aujourd'hui, nous, en tant qu'utilisateurs, on ne les voit pas forcément et qui vont correspondre à des standards. Et il va faire en sorte que tout soit fluide, qu'il n'y ait pas de friction dans le parcours, qu'au moment où on remarque pendant même une microseconde, tiens, c'est bizarre ce qui se passe. Non, tout doit bien se passer. Et le product designer, il va globalement faire les deux, plus faire en sorte que il va être la voix à la fois de l'utilisateur et de l'entreprise, du client, plus côté business, pour que ce qui est conçu, ça réponde aux objectifs de toutes les parties. En tant qu'utilisateur, j'ai besoin de pouvoir acheter cette robe, de pouvoir le faire en sorte que ce soit facile, qu'il est rapide, que je puisse trouver la bonne taille, de savoir quand je vais pouvoir recevoir ma robe que j'ai commandée. Le product designer, c'est OK, je vais faire en sorte qu'il y ait ça. Et en plus, je vais, dans ce cadre-là, bon, il y a plein d'exemples qui me viennent en tête, en fait, oui, ça répond aux deux, quoi. L'utilisateur, il veut acheter la robe et puis il veut y accéder. Et le product designer va répondre à l'objectif de l'entreprise de il faut fournir cette robe-là. Ok. Merci pour ta réponse, du coup. On va passer au consulting et à formation professionnelle. Alors moi, déjà, je voulais savoir, dans un premier temps, pourquoi avoir choisi le consulting plutôt qu'un poste en entreprise classique? Ouais. Parce que le poste en entreprise classique, donc j'étais déjà en start-up, donc vraiment interne pendant 4 ans, un peu plus de 4 ans. J'avais fait le tour de cette expérience-là. Et le consulting, c'est vraiment un tremplin pour avoir tout plein d'autres expériences dans d'autres entreprises, parce que quand on est en mission, ça ne peut pas excéder 3 ans. Ensuite, justement, on devient interne. C'est vraiment la possibilité de pouvoir dire, OK, pour ce projet-là, dans telle entreprise, je travaille pendant plusieurs mois, 1 an. Ensuite, je change, tout en m'évitant le fait de rechercher de nouveau passer des entretiens dans plein d'entreprises. Donc, ouais, c'est même si quand on est quand on travaille dans un cabinet de conseil, il y a toujours cette phase dans le design en tout cas, d'entretien avec le client pour voir si ça va fitter humainement, en termes d'expérience, de compétences. Donc ouais, c'est vraiment pour le tremplin d'expérience, surtout pour ma part au début, au bout de 4 ans, voir plein de choses différentes. Et aussi le fait d'être en cabinet, en l'occurrence plutôt que freelance, ça permet quand même d'avoir une structure derrière soi qui gère la recherche de clients. Et c'est un peu le meilleur des deux mondes, je trouve, où il y a plein d'expériences qui peuvent être que je peux faire, et en même temps, j'ai quand même cette vie en entreprise avec mes autres collègues consultants
C'est pour ça aussi que le choix de l'entreprise de consulting, il n'est pas anodin non plus. Moi, j'ai choisi d'être aussi dans une entreprise où je croyais je crois d'ailleurs toujours, aux valeurs humaines, aux valeurs. Il y a un bon feeling qui se passe qui se sont passés durant les entretiens. Il y a une vraie atmosphère conviviale qui me convient bien quand je vais à l'agence. Et donc oui, il y a ce côté humain et je participe à la vie d'entreprise en étant à l'agence, tout en pouvant découvrir différentes choses dans le fait d'être en cabinet. Ok. Et est-ce que tu dirais que la crédibilité, du coup, dans ce métier ou dans tout autre métier, elle se gagne par la compétence ou par la posture? Peut-être les deux. Oui, bien sûr, les deux. Selon moi, c'est par la compétence et surtout la reconnaître soi-même. En fait, au final, quand on reconnaît notre propre compétence, on va adopter une posture qui va être naturelle et naturellement stable. Donc oui, c'est les deux. Et comme ça, on devient... Oui, la crédibilité, c'est juste, la personne, en fait, elle ne surjoue pas. Elle joue pas un rôle non plus de casquette de product. Et il y a... Ouais, c'est... Et du coup, selon toi, comment poser ses limites et quels conseils tu pourrais nous donner? Pour poser ses limites, justement, je trouve le mot qui est particulièrement pertinent. Poser plutôt que imposer. Les personnes qui imposent des choses et ça dépend aussi la place dans la hiérarchie. Il y a des chefs qui vont imposer des choses, c'est comme ça. Mais soi-même, donc poser ses limites et les respecter. Parce que si on va chercher à parler, de dire, voilà, ça c'est important pour moi, c'est mes limites, machin, mais que soi-même on les respecte pas, c'est plus des paroles fortes que incarner en fait, et juste dire exemple de j'ai une charge de travail telle et on me rajoute des choses, respecter ses limites, c'est dire, échanger et dire écoute, moi là j'ai une charge de travail où mon planning est complet, si tu me rajoutes ça, je peux le faire, par contre il faudra déprioriser. Simple. Et plutôt que à imposer ses limites, où je verrais plutôt une démarche un peu trop dire non en fait, dire non sans échanger, alors que peut-être que la personne qui nous demande de rajouter cette chose en urgence, c'est pertinent, et à ce moment-là oui, on va échanger et respecter soi-même, et se dire plutôt que de se trahir et se dire en fait mince, il faut que je fasse ça en urgence, en même temps il faut que je fasse ça. Peut-être qu'il y a des moments de rush aussi, et ensuite à ce moment-là c'est le temps qui pourra aider à rebalancer les choses. Donc ouais, je dirais plutôt respecter soi-même ses limites. Okay. Et j'ai une question qui rejoint un peu la question que j'avais posée avant, donc sur la crédibilité qui se gagne par la compétence ou la posture. Dans un environnement qui est compétitif, est-ce que la compétence à elle seule suffit pour être reconnue? Ou est-ce qu'il faut parler de soi finalement? Ouais, si la compétence suffisait, ce serait simple. Non, il y a d'autant plus en ce moment, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et le faire savoir, après, il y a, tout en restant, encore une fois, naturel, il y a des personnes qui sont hyper prolifiques sur LinkedIn, par exemple. Parfois trop, justement, on peut s'y perdre un petit peu. Et entre le faire savoir qu'on a ces compétences, ce qu'on a fait, tout ça,
bon, personnellement, je le ferais pas trop parce que c'est pas moi, c'est pas naturel et en fait, ça sonnerait faux et ça deviendrait une telle charge de se dire je vais faire cette post LinkedIn pour montrer, regardez comme j'ai fait ça et que j'ai eu. Les personnes qui le font très bien, c'est leur créneau. Par contre, en entreprise, il ne s'agit pas de crier auprès de tout le monde. Et il s'agit de reconnaître soi-même déjà le travail. Mais donc oui, donc l'environnement compétitif, ouais, c'est pas avoir honte de promouvoir son travail et se rappeler ça. Il y a des moments où on a des pics de confiance en soi, c'est trop bien, et où il n'y a pas de problème, et où à ce moment-là, c'est trop facile. Et à ce moment-là, se dire quelle est la différence entre ces moments où il n'y a pas de problème pour se valoriser. Il ne s'agit pas de mentir, il s'agit juste de dire hey, j'ai fait ça, je trouve ça trop bien, je suis trop contente d'en parler. Et d'autres moments où, pour le coup, la confiance en soi, pour X ou Y raison, elle n'est pas au top. Garder la bonne démarche et se faire un peu violence parfois et dire en fait, oui, là, ce que j'ai fait, c'est quand même bien. J'ai un peu peur de lui crier. Bon, on va pas crier, on va en parler. Et c'est important pour. Ouais, il y a des choses qui se passent et se rappeler ça. Moi, il y a des moments où ouais, on peut l'oublier et se faire des petits pics de rappel. Et ça revient avec ce côté légitimité, imposteur, tout ça. Ouais, il y a des gens, il y a des personnes qui ne font rien. Ils ne font rien de particulièrement génial. Par contre, ils ont un moyen pour le faire, un storytelling et se dire wow, c'est génial, qu'est-ce que c'est? En fait, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, il n'y a pas de problème pour ces personnes-là. Et c'est super. Donc, ouais, se rappeler parfois, bon, si j'étais. J'écoutais un podcast où les personnes se disaient si j'étais pas moi-même, là, maintenant, mais par contre, la badass qui est en moi, elle fait quoi? Elle fait ça. Bon, let's go. On va le faire. Ça fait du bien parfois de se mettre dans d'autres bottes. C'est vrai. Et globalement, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir product designer ou tout simplement quelqu'un plus globalement qui veut se lancer dans un nouveau projet ou dans une reconversion pro ou peu importe De s'informer, de rester en éveil sur ce qui se passe, de rester curieuse, de nouveau pas se poser de questions de il y a déjà tellement de personnes qui font ça, bon, c'est soi-même là dont il s'agit. S'il y a un intérêt, déjà de creuser. Quelqu'un qui veut devenir product designer, pourquoi ouais, de s'informer, oser poser des questions, oser ce que j'avais fait aussi d'ailleurs et où c'est un peu dans les moments où bon, on n'a plus rien à perdre, qu'on lance des trucs. Pendant le Covid, j'étais tellement bon là, je sais que je vais changer de métier. Je découvre un peu des choses et j'ai en fait appelé en contactant des connaissances, en contactant les connaissances des connaissances, j'ai échangé avec des personnes qui faisaient un métier que je connaissais pas pour savoir qu'est-ce que c'est concrètement. Ça m'a permis de voir ce qui se passait. Je me suis informée sur des gens qui étaient dans la communication, dans le marketing, dans le développement web aussi. Et en fait, c'était hyper intéressant et j'ai pu voir que c'était pas pour moi. Et c'était vraiment plus rapide plutôt que de me former ou de me laisser un peu tête baissée. Mais ouais, d'élargir le champ des possibles. Ouais, d'être vraiment dans la curiosité, dans l'envie d'apprendre, de découvrir ce qui se passe en ce moment. Surtout en plus avec l'IA, si il y a des choses qui sont vraiment, est-ce que ça m'intéresse moi ou est-ce que c'est vraiment, je me dis que ça m'intéresse parce que c'est dans la mouvance. Si c'est dans la mouvance et que ça m'intéresse, super. Si c'est dans la mouvance et que je me dis,
Oh, Mm. ah oui, il y a aussi quelque chose qui était assez, qui m'a permis de faire le tri quand j'étais sur Open Class Room. Je faisais différents cours et je voyais directement, ah tiens, ça m'intéresse, ah j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Plein de choses. Et là où je voyais vraiment la différence, c'est quand il y a des choses où j'y arrivais pas. C'était un peu compliqué, ou alors sans être compliqué, je me disais, là, ça marche pas. C'est censé fonctionner, ça fonctionne pas. Je voyais directement quand je voulais creuser ou quand je me disais, ok, mais comment je peux faire pour que ça fonctionne? Ah, ok, donc là, il y a ça. Versus, oh, ouais, j'aime bien quand ça marche, hein. C'est super quand tout va bien. Par contre, quand ça va pas, j'ai un peu la flemme de chercher pourquoi ça va pas. Et bon, bah, je vais passer à l'exercice suivant. Oh, ouais, non, là, j'ai pas la curiosité, ça m'intéresse pas de voir quand ça marche pas. Ouais, je dirais que c'est assez déterminant. Donc, ouais, ce sera les conseils que je dirais de ça. Est-ce que ça vous intéresse quand ça fonctionne pas? Bonne question. Un très beau conseil. Ouais. Merci beaucoup, Salomé. Là, on va passer aux questions. Si vous avez des questions. N'hésitez pas, oui, soit à écrire dans le chat ou à activer votre micro directement pour en parler. Moi, j'ai une petite question en attendant s'il y a des questions. Du coup, si j'ai bien compris, tu es en consulting, mais c'est consulting en agence. Du coup, c'est pas sur un statut freelance. C'est ça. Ok. Et est-ce qu'à un moment, tu as eu l'idée, l'envie de la freelance? Est-ce que tu y as réfléchi? Est-ce que c'était une comparaison des deux et c'était mieux pour toi, du coup, de rester en agence? Comment l'idée s'est faite, en fait? Ouais, j'ai déjà testé le freelancing avec l'expérience dans le stylisme. C'était super en termes de liberté d'un certain point de vue, je gère mon planning, je peux travailler si je veux, si j'ai une idée, il est je sais pas, 22h un jeudi, et ben c'est maintenant, alors que toute la journée je serais allée faire des expos. Ça là-dessus c'est incroyable. Par contre, vraiment le côté commercial, de devoir se vendre, de se dire je vais faire En fait, freelance, on fait plus que notre métier. Il y a tout le côté administratif aussi. Bon, une fois qu'il est calé, ça marche et qu'on a ces petits rituels, c'est OK. C'est juste, ouais, l'incertitude aussi, surtout au début, enfin, c'est très personnel. Mais ouais, cette incertitude de se dire, bon, bah, là, j'ai un client, peut-être que dans 2 semaines après, j'en aurai plus, donc il faudra que je recherche. Peut-être que ça se trouve, il y a un moment où j'aurais pris trop de choses, et donc là, je devrais faire des choix, bah oui, forcément. Et dans la peur aussi là, me dire, bah dommage, j'aurais supprimé des clients alors qu'en fait, j'en aurais eu besoin plus tard. Ce côté-là, moi, c'est pas aujourd'hui. C'est pas mon truc. Là, vraiment, la sécurité du CDI, de l'agence, c'est super. Donc, ouais, je dis pas que c'est pas bien, juste pour moi, ça ne correspond pas à mes besoins aujourd'hui. Ouais, c'est ça, je pense que c'est propre à chacun, parce je pense qu'on a plusieurs personnes qui nous regardent actuellement, qui aimeraient se lancer, qui savent peut-être pas comment. Voilà, peut-être leur dire que c'est propre à chacun et qu'il faut quand même bien se renseigner avant de se lancer. Ouais. Oui, et d'ailleurs, ça me permet de rebondir aussi sur quelque chose que je voulais dire précédemment sur le se mettre en avant et les opportunités que ça peut avoir liées au freelancing, parce que justement, quand quand je suis intervenue pour des sessions d'initiation à l'UX pour Gaming Campus, donc c'était en tant que freelance, et donc comme avec les cours du soir, ça arrange tout le monde. Tout le monde peut travailler, faire son job de la journée et ensuite passer au job du soir. Là-dessus, c'était super d'avoir justement le freelancing, de pouvoir faire en parallèle. Et donc, ouais, d'avoir déjà le statut de freelance, c'était super pour ça. Et justement aussi pour la petite histoire, pour justement être intervenante, c'était parce que je me suis dit, dans un moment, ça fait un peu le lien avec tout le monde, avec tout, un moment où tout était un peu linéaire, et où je me dis, bon, je fais mon travail là dans la start-up, ça se passe bien, mais bon, j'ai besoin d'un peu
me booster dans mon expérience, mon expertise. Je me suis dit comment je peux faire pour avoir un peu plus d'expérience et montrer mon expertise et augmenter mon expertise. Parfois, en fait, c'est en la montrant. Et donc, je me suis mis un rituel de veille et ensuite de pouvoir en parler. Parce que quand j'étais styliste, naturellement, je faisais une veille vraiment tout le temps, tous les jours. Vraiment la passion qui parle. Et je partageais naturellement ce que j'apprenais sur LinkedIn. Juste une citation ou alors un point de vue, je partage un article et puis forcément j'avais une communauté après qui était grande, j'avais un super taux de référencement, tout ça. Et donc ça, je me disais, je le fais plus, je peux le refaire. Donc je me suis mis un peu ce rituel-là. Je publiais, j'étais de plus en plus active sur le partage d'informations, sur des méthodologies, sur des angles de vue, sur plein de choses. Donc je le partageais sur LinkedIn. Donc moi j'apprenais et en plus je faisais, donc il y avait le savoir-faire que j'entretenais et le faire savoir que je faisais aussi. Et c'était très rapide. Et en fait, je partageais ça. Et ensuite, je ne sais pas si c'est lié à ça directement ou pas, mais en tout cas, dans cette même période, j'ai mon ancien responsable pédagogique de mon école qui a parlé de moi à Jonathan, qui ensuite m'a contacté. Et donc, je ne sais pas si c'est de nouveau directement lié ou pas, mais c'est parce que, en tout cas pour moi, en termes de confiance en moi et d'entretien du savoir-faire, j'ai pu dire, oui, let's go pour être intervenante. Et donc, vraiment, c'était pour faire le lien entre tout ça, oser partager des choses qui nous intéressent. D'ailleurs, pardon, puisque tu parles d'oser, on a Julia qui nous a écrit un petit message. Donc, elle nous dit qu'elle elle débute une nouvelle phase de sa vie. Elle a bientôt 60 ans. Elle se sent vieille et pense qu'en QA freelance, pardon, je vais me sentir très vieille, je pense en QA testeuse freelance. Est-ce que tu aurais un conseil pour elle, pour l'encourager? Alors, j'ai un conseil, alors, mon papa qui a 60 ans. Il a, donc avant, il travaillait dans la pub et il fait plein de métiers, et il travaillait dans la pub. Et à 60 ans, il a eu un enfant, moi, et il s'est formé à la médecine chinoise, qu'il a exercé pendant plus de 10 ans. Et il a eu plein de clients qui étaient, j'ai pu voir plein de personnes. Il a pu faire de l'acupuncture, il a pu aider des personnes à retrouver l'usage de leur mobilité. Bref, plein de choses. Et à 60 ans. Donc vraiment, let's go. L'âge, finalement, c'est qu'un chiffre. Ouais. Si elle a envie, vraiment, non, il n'y a pas de... Et on a Tiffaine qui a levé la main. Tu as une question, Tiffaine? Oui, bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend, bonjour. Ouais, alors merci Salomé d'abord d'avoir partagé ton expérience, c'est hyper intéressant parce que moi-même je suis UX designer et en fait là j'ai pris une reconversion parce que je m'interroge beaucoup aussi sur le futur du métier et la légitimité du rôle. En fait le marché, comme l'a dit Tatiana, il est vraiment très compétitif et l'IA qui est très émergent et transforme en fait les outils de design et dans beaucoup d'entreprises, l'UX, pour moi, enfin de mon expérience personnelle en tout cas, je sais pas pour toi, mais l'UX c'est pas vraiment encore très acculturé. Je pense que l'UX il est encore confié aussi à des personnes qui n'ont pas forcément cette casquette psychologique ou ergonomique. Et j'ai même eu la réflexion on m'a fait la réflexion de dire que l'UX finalement c'était que du bon sens. Donc voilà, j'ai pas trop répondu à ça, mais c'est vrai que ça m'a un peu surpris. Et surtout je me suis dit mais
comment on peut se positionner en fait face à tous ces enjeux et en tant que UX designer, comment on peut continuer à affirmer notre valeur de ce métier, sachant que, parce que désolée, je pars un peu dans tous les sens, mais tout à l'heure, tu disais que tu avais choisi les cabinets de consulting après être passé par un poste en un CDI dans une... Voilà, ouais. Et du coup, moi, j'ai fait un peu la même chose, c'est que avant j'étais dans des petites agences, mais on n'avait pas tellement de budget pour exercer le métier, quoi. Et quand je suis passée en cabinet de consulting, là, forcément, c'est des gros clients. Donc là, il y a du budget. Mais le problème, c'est que je trouve qu'on fait encore partie des métiers trop sous-estimés, trop secondaires, et que pour moi, on est toujours sur la sellette. C'est-à-dire que si demain, il n'y a plus de budget, c'est notre métier qui saute, quoi. Et je me demandais en fait comment on pouvait vraiment s'affirmer et dire c'est quand même essentiel, parce que l'UX, c'est pas que d'être créatif, hein, c'est aussi des sciences, c'est des sciences cognitives. Donc je me dis comment faire pour s'affirmer, et surtout en tant que femme, là je me suis tournée vers cette formation de game designer pour essayer d'intégrer l'industrie du jeu vidéo. Mais voilà, c'est des métiers qui sont trop rares, et peut-être certains studios n'ont pas forcément les moyens d'embaucher un UX designer, donc je me dis qu'avec plusieurs casquettes, ça peut faire la différence. Ouais. Donc, je ne sais pas comment toi tu as géré ça, ou si tu l'as vécu aussi, hein, mais j'aimerais bien. Je serais curieuse d'avoir ton retour et ton avis sur la question du futur de ce métier, quoi. Ouais. Alors j'ai pris des notes parce qu'il y a plusieurs choses dont tu as parlé. Alors je comprends totalement, hein, évidemment. Alors concernant les clients qui ne reconnaissent pas la valeur de l'UX, je comprends totalement. C'est pas la généralité. Il y a des entreprises où il y a des équipes où ça c'est génial. Il y a un design studio, il y a une organisation où tout est, les rôles sont bien distribués, les équipes sont agiles. Enfin bref, c'est waouh, c'est super. Et même donc, dans ces organisations-là, il y a des challenges, disons. En tout cas, le design est reconnu. Il y a une maturité, ça dépend en fait des clients, des écosystèmes. Il y en a qui, ça dépend de la direction aussi, qui en haut impulse les directives. Donc oui, ça dépend des clients, des entreprises. La volonté aussi de placer de l'UX, de faire des produits où l'utilisateur est pas forcément au centre, mais en tout cas à une place, que les produits ne sont pas réalisés pour les équipes produits, mais pour les personnes qui interagissent dessus. Ça c'est l'acculturation. Ça peut être assez fatigant à la longue pour soi, d'où justement c'est pour ça que j'accentuais sur le côté plaisir, parce que parfois on peut un peu le perdre aussi pourquoi je fais tout ça quand on est tout seul dans notre bateau de designer en disant mais là il y a des utilisateurs qui souffrent, je vois des choses qui pourraient être améliorées. Alors, je dirais que c'est un mélange de oser proposer des choses en disant, voilà, il y a des outils en fait qu'on a, il y a des choses qu'on peut mettre en place que nos interlocuteurs n'ont pas idée parce qu'ils connaissent pas. Sur le côté, oui, l'UX c'est du bon sens, c'est une remarque des personnes qui ne connaissent pas. Tout comme vous faites des choses jolies, c'est des personnes qui connaissent pas, parce que toute personne qui sait qu'est le métier ne dirait pas ça. Il y a des études, bref, on va pas ici, je cherche pas à convaincre. Donc ici, je dirais proposer des choses en disant hey, pour cet élément-là, je sais pas, un souci
un parcours qui pourrait être amélioré, une interface qui pourrait être plus intuitive, des choses comme ça. Oser en parler à la direction, oser en parler à un interlocuteur, à un management. Énoncer pourquoi pas avoir fait un petit audit ergonomique en disant, bah voilà, selon ces règles-là, mettre en avant les standards, les choses assez techniques en disant, c'est pas juste nous, on se dit, bah ça pourrait être mieux à gauche. L'interface, elle pourrait être bleue parce que c'est mieux. Il y a des critères, des lois, il y a des choses qui ont été des normes d'ergonomie. Et donc, moi, ce que je ferais, c'est pousser ces éléments-là pour asseoir la crédibilité, pas de soi, mais de la fonction du métier. Et aussi, donc, en parler au management, aussi essayer de se faire des alliés. Dans les structures où il n'y a pas forcément du UX ou personne qui fait du design, il pourrait quand même y avoir des personnes qui, pas forcément dans le management, mais dans d'autres équipes, ça peut être des développeurs, plein de gens, qui comprennent quand même ce qu'on dit et la valeur du design quand on leur parle de telle ou telle chose. Ils disent, ah ouais, ok, je comprends. Et eux, justement, ça fait déjà un allié, donc déjà soit à se dire, ok, je suis pas tout seul, ça fait du bien. Et cette personne-là peut en parler après aux équipes et ensuite ça peut être avoir un bouche à oreille. Et plus il y a d'alliés, plus ça pèse. Pas forcément en qualité dans ok, c'est pas forcément dans la direction. Par contre, si plusieurs personnes disent, au fait, là, on pourrait peut-être là, on a cette interface-là cette nouvelle interface qu'on va pousser, qu'on va développer. Peut-être qu'on pourrait demander à la personne qui fait ça parce qu'elle a dit des choses qui n'étaient pas bêtes. Ou voilà, ça vaut le coup. Donc, ouais. Donc, c'est ça. Asseoir, parler de critères d'ergonomie, de choses assez, des normes, des choses qui sont réglementées, se faire des alliés. La différence entre les intelligences artificielles, c'est qu'elles sont artificielles, et les UX designers, ce sont les êtres humains. Il y a des choses, l'IA, elle a des choses pour synthétiser, pour faire des calculs, des probabilités, tout ça, c'est pour repérer le nombre de fois où un mot a été dit dans un questionnaire quantitatif super forte, super. Par contre, pour repérer dans un entretien utilisateur qu'il y a un temps de pause, que la personne a froncé les sourcils, qu'il y a un changement dans le ton de voix, ça, elle ne sait pas faire. Et c'est là où l'être humain, le UX designer, il a sa place, parce que ça, c'est clairement quelque chose où on ne va pas être remplacé. Donc, ce n'est pas remplaçable. Par contre, si on met un IA en lui disant, même si on a beau faire un super prompt, elle va... Enfin, chacun a sa place, quoi. Ok, merci beaucoup. Mais est-ce que toi, par exemple, tu utilises des outils IA pour ton travail, justement? Tu as appris à les utiliser et ça t'a fait gagner du temps, ce genre de choses? Oui, pour des choses comme je veux rédiger un mail pour ces personnes-là, plutôt que de me demander... Enfin, c'est vraiment des choses, je peux le faire moi-même, c'est juste que ça me fait gagner du temps, d'écrire quelque chose qui est très bien, très propre. Je veux faire quelque chose qui est assez synthétique. Je peux avoir tendance à me voir des idées qui partent comme ça. Là, au moins, c'est OK. Je sais que ça correspond au standard, ce sera propre. Le tone of voice, après, je l'adapte. Donc, oui, après, une sorte de rédaction d'email. Pour faire des synthèses aussi. Pas forcément analyser. En tout cas, dans un premier temps, pas analyser. Par exemple, dans des retours d'entretien. Donc, je prends mes notes. Ou alors, ça peut être bien quand, justement, on a un outil qui enregistre la session et qui donc prend les notes, je relis. Et ensuite, en fonction de la relecture, c'est OK, ça correspond aussi aux notes que j'ai prises de mon côté. OK, je demande de synthétiser.
c'est pas mal. Après, de nouveau, vraiment, la relecture. Dans le prompt aussi, c'est important de dire ne surinterprète pas. Ne fais pas de... vraiment, je reprends les mots tels qu'ils sont, ne reformule pas. Enfin, ouais, c'est important de bien cadrer, de donner aussi le rôle de l'agent, enfin pas forcément de l'agent, mais de l'outil. Donc tu es un UX designer qui fait ça, tu donnes le contexte, et l'interlocuteur c'est cela. Et après, ça peut être pas mal de l'utiliser en tant que justement, je te consulte. Comme par moment, je peux être la seule personne qui fait un travail. Je fais mon job et ensuite je lui demande son avis. Au fait, toi, par rapport à ça, de nouveau en tant que designer ou en tant que UX writer, en tant que machin, qu'est-ce que t'en penses? Et donc là, après, il donne des avis. Mais plutôt en second, pour voir, tiens, peut-être qu'il a des idées auxquelles j'aurais pas pensé. Pourquoi pas. Mais donc, oui, plutôt en second retour. Oui, sinon, après, c'est, j'ai un article. Là, j'ai la flemme de le lire. C'est quoi les idées les plus pertinentes dans ce cadre-là? Parfois, je teste des choses. Ou alors dans un podcast, dans une vidéo, elle m'a été recommandée. Là, pour le coup, j'ai pas le temps maintenant de l'écouter. Ça m'intéresse de savoir, ok, c'est quoi les choses les plus qui ont été dites sur tel sujet, qui pourraient avoir de la valeur dans tel contexte. C'est des tests. Après, je vais écouter quand même la vidéo pour savoir. Mais c'est bien d'avoir, en fait, de poser des questions en ayant un objectif soi-même derrière, plutôt que quelque chose de très vague. Parce que sinon, en fait, la qualité de la réponse dépend de la qualité de la question. C'est pour ça que je privilégierais de d'abord savoir qu'est-ce qu'on souhaite obtenir avant de prompter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Non, pas d'autres questions. Nous, on avait juste une dernière petite question pour toi, Salomé. On voulait savoir quel message tu aimerais transmettre donc aux femmes ici présentes aujourd'hui qui nous regardent là tout de suite ou en replay. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais leur transmettre aujourd'hui? Oui. En ce moment et de manière générale, un truc que je fais en sorte activement de me donner pour moi, c'est d'essayer de ne pas en faire trop, mais dans le sens de faire dans le sens productivité, je dois faire ça et je dois faire ça tant dans la vie pro que perso, et de trop dans le parfaitement parce qu'il faut. Je ne sais pas si vous avez vu le film Barbie de Greta Gerwig. On peut dire ce qu'on veut sur ce film. Il y a un moment où il y a un monologue d'America Ferreira où elle dit que c'est impossible d'être une femme parce qu'on doit faire ça et en même temps faire ça et en même temps il ne faut pas trop qu'on fasse ça parce que sinon ça va faire ça. Et c'est vrai que ce qu'elle dit, c'est très dense et c'est très vrai. Et en fait, moi j'ai envie de dire, revenir à soi et qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de ne pas faire. De vraiment revenir à l'envie plutôt que il faut que je fasse ça pour faire ça et ensuite ça va me... revenir à soi, revenir au fait que on a un peu l'objectif de la vie, c'est d'être en vie et
Et le travail, on y passe suffisamment de temps et on a suffisamment de choses qu'il faut faire pour pas en rajouter et dire ok, là mon kiff c'est ça, a priori j'ai choisi ce métier aussi surtout dans la reconversion parce que ça me plaît et souvent ça revient je dois faire ça parce qu'ensuite parce que bah oui, et aussi bon, là je vais faire un truc, c'est mon kiff et de mon expérience, les moments où j'ai le plus aimé faire des choses, c'est là où waouh, Ça fonctionne. Ouais. Voilà, c'est ça ce que j'aurais envie de transmettre. Merci beaucoup. J'espère que du coup, ça aura pu aider les personnes qui nous ont écoutés. Merci beaucoup, Salomé, du coup, pour cet échange. On en a appris beaucoup donc sur toi, sur ton parcours, mais aussi donc sur ton métier, ta spécialité et du coup sur les conseils que tu as pu échanger et donner aux apprenants. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que ça a été un plaisir aussi pour toi, ce temps d'échange avec nous, ce petit retour au Gaming Campus. C'est chouette, je suis contente. Encore. Merci à tous et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci Salomé, merci Sana. Merci Salomé, merci Tatiana et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci, au revoir.